Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'aide internationale arrive en Indonésie, de l'eau, des tentes, du matériel de soins. Le dernier bilan du séisme est d'au moins 5100 morts. La pluie battante ajoute encore aux difficultés pour les dizaines de milliers de familles qui ont perdu leur maison. En France, l'enquête de la Marine nationale sur les causes du naufrage qui a coûté la vie à Édouard Michelin et un patron pêcheur. 6 plongeurs se relaient en ce moment pour examiner l'épave à 70 mètres de profondeur au large de l'île de Sein. Liberté de création ou injure à la nation, le rappeur Monsieur R comparaît aujourd'hui pour une chanson insultant la France. Il est poursuivi par un député UMP devant le tribunal de Melun. Il y a un an tout juste, les Français disaient non par référendum à la Constitution européenne. 12 mois après, il n'y a pas eu le nouvel élan annoncé, mais pas de catastrophe non plus. Hier, les 25 ont exclu de soumettre le texte à nouveau au vote des électeurs français ou néerlandais. La 4e semaine du développement durable pour combiner croissance économique et préservation de la terre s'est ouverte sur un constat encourageant. Un Français sur 2 se dit concerné. Exemple, le recyclage du papier qui permet d'épargner 900 arbres par jour. Enfin, Roland Garros, le surdoué de la terre battue, Rafael Nadal, semble en passe de battre le record de victoires consécutives sur cette surface. Journée contrastée pour les Français, ça passe pour Grosjean et Gasquet, ça casse pour Liodra et Santoro. De l'eau potable, des bâches, des générateurs, des médicaments. Depuis quelques heures, l'aide internationale afflue donc à Java en provenance d'Europe, du Japon ou des États-Unis. Une assistance qui devrait être plus rapide et plus efficace que lors du tsunami, car la région est plus facile d'accès. C'est en tout cas le représentant de l'ONU qui l'affirme. La première priorité, comme souvent, est de secourir les blessés et les sans-abri. Christelle Bertrand. Une main pour demander et l'autre pour recueillir de l'aide. Ils sont des dizaines sur le bord des routes avec leurs cartons qui s'emplissent d'argent et de vivres. L'entraide est une tradition javanaise. Ce n'est pas que pour ma famille que je ramasse, c'est pour tout le monde. La vie reprend le dessus. Dans les décombres, les destins se croisent. Cet homme cherche un souvenir à sauver. Ceux-là, ensemble, commencent à déblayer, tandis que plus loin, un autre est seul face au désastre. Dans une mosquée encore debout, ces 2 rescapés ont décidé de s'unir pour la vie, au milieu du chaos. Ce matin, l'aide internationale débarque enfin. Des équipes ont pour mission de se rapprocher des populations isolées. À peine ces Japonais ont fini de monter la première tente de cet hôpital de campagne qu'ils reçoivent déjà leur première patiente. La route est très longue pour arriver jusqu'à l'aide et au secours. Ceux qui restent dans leur village éloigné se débrouillent avec les moyens du bord. Et comme si les conditions de survie n'étaient pas encore assez difficiles, il pleut toutes les nuits. J'espère que nous aurons bientôt des tentes neuves, car les nôtres prennent l'eau. Les enfants ont froid toute la nuit jusqu'au matin. La situation sanitaire devient critique pour les survivants. Environ 200 000 personnes sont sans abri. Et les regards se tournent maintenant vers le volcan Merapi, situé à environ 70 km de l'épicentre du tremblement de terre. On sait que les phénomènes sismiques et volcaniques sont souvent liés. Eh bien, depuis ce matin, la montagne, qui s'est réveillée il y a quelques semaines, montre des signes d'activité croissante. Envoyés spéciaux Philippe Rochaud, Sylvain Gioux. Les sirènes sont prêtes à entrer en action face au volcan Merapi qui crache de plus belle ses nuages de cendres. À l'heure où l'île de Java pense ses plaies du tremblement de terre, le Merapi se rappelle au bon souvenir des quelques 30 000 villageois qui vivent autour. Des villageois qui, malgré cela, franchissent sans inquiétude les zones interdites. Le volcan va avec le tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, il peut y avoir une explosion. Du coup, on a paniqué et on était prêt à partir dans les abris. Le Merapi n'en crache pas moins de fines particules de cendres qui obligent les équipes de secours autour du volcan à se protéger. Pour Pauline Texier, qui mène une étude sur la vulnérabilité des villages voisins du volcan, le changement de l'activité du Merapi est inquiétant. C'est en fait un nuage de cendres très chaud à plus de 400 degrés et qui dévale les pentes du volcan à 300-400 km/h. Tant que le nuage est très condensé, la vitesse est très rapide et il est dangereux. Dans le même temps, l'activité des plaques tectoniques reste dense sous la terre.
À l'observatoire du volcan, les sismographes surveillent les répliques du dernier séisme et les caprices du Merapi. Depuis le dernier séisme, on peut voir beaucoup plus de nuits ardentes, c'est-à-dire de nuages de cendres qui dévalent les pentes du volcan. Pour l'heure, les victimes du tremblement de terre de samedi ne se soucient guère de l'activité du volcan et redoutent surtout les répliques du séisme. L'éruption du Merapi avait fait une centaine de morts en 1994. On est donc loin des 4500 morts de samedi dernier et l'on pourra en conclure que le volcan ici est moins meurtrier que les mouvements du sol. Voilà, dernier bilan réévalué en milieu d'après-midi, 5100 morts au moins pour ce tremblement de terre. En France, c'était aujourd'hui la reprise du travail pour l'ensemble des salariés de l'usine Michelin de Clermont-Ferrand, 3 jours après la mort d'Édouard Michelin. Un livre de condoléances a été ouvert pour ces salariés. Les obsèques seront célébrées après-demain, mercredi. Plusieurs membres du gouvernement sont attendus. Et pendant ce temps, les plongeurs de la Marine nationale tentent de comprendre les raisons du naufrage qui a été fatal à Édouard Michelin. Les plongées ont commencé tout à l'heure sur place en Bretagne. Romuald Bonan, Michel Hiver. Ce sont des plongeurs d'élite de la Marine nationale, les seuls à pouvoir progresser entre 60 et 80 mètres de profondeur. Jusqu'à la tombée de la nuit, ce soir 2 par 2, et pour des plongées n'excédant jamais 7 minutes, ils vont se succéder sur l'épave du Liberté localisée hier. Pour filmer le bateau, afin de comprendre les causes du drame et surtout retrouver le corps du patron du ligneur. La priorité, c'est évidemment le corps disparu. Et ensuite, si on ne trouve pas de corps dans le bateau, de vérifier des éléments sur le bateau qui pourraient nous expliquer la raison du naufrage. On sait que c'est une zone où les ligneurs prennent pas mal de risques. Donc une panne moteur pourrait être potentiellement une cause de naufrage. Car la justice cherche à comprendre comment Guillaume Normand, qui avait l'habitude de fréquenter les eaux tourmentées au large de Saint, a pu être mis en difficulté alors qu'il pêchait le bar avec Édouard Michelin. Problème mécanique, brume, mauvaise vague ou chute du passager obligeant des manœuvres risquées, des hypothèses que les plongées sur l'épave pourraient éclairer. Le but, c'est de faire une expertise vidéo de l'épave du Liberté pour filmer l'épave et puis également pour aller à l'intérieur de l'épave. On va faire le tour, on va regarder l'hélice, on va regarder la manette des gaz, la barre, l'intérieur. Ce soir au large de Saint, si les plongeurs ne retrouvent pas le corps de Guillaume Normand, les recherches pourraient être arrêtées dès demain. Quant au Liberté qui gît sur le flanc bâbord, apparemment intact, il ne devrait pas être renfloué. Une explosion à Toulouse dans l'usine Saint-Éloi d'Airbus. Le souffle a blessé 5 employés, dont 2 grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger. C'est une presse hydraulique destinée notamment au préformage des tôles qui a explosé pour des raisons encore inconnues. Justice, cela pourrait s'appeler le rappeur contre le député. Le premier, M. R, était jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Melun après la plainte du second, un élu des Pyrénées-Orientales, Daniel Mac. Motif, les paroles d'une chanson très crue et insultante pour la France. Le musicien, lui, évoque la liberté de création. Frédéric Crotta, Alexandra Renard. Je suis cool, quoi. Arrivée de star pour cette petite vedette du rap français, Monsieur R, alias Richard Makela, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud, soutenu pour la circonstance par une poignée de fidèles. Et on ne peut pas toujours se cacher derrière la culture et la liberté d'expression pour insulter les gens, faire du communautarisme et faire en sorte que les gens s'opposent les uns aux autres. L'objet du litige, c'est ce morceau intitulé France. Des paroles jugées scandaleuses par les parties civiles. La France y est traitée de garce et de mère indigne. Les images du clip vidéo sont jugées violentes et pornographiques, attentatoires selon l'accusation aux bonnes mœurs. Le rappeur, devant le tribunal, s'est longuement expliqué. Je suis un artiste qui dénonce des injustices et si j'utilise des métaphores, a-t-il prévenu, il ne faut pas forcément les prendre au premier degré. J'essaie juste de faire mon petit métier d'artiste où j'essaie des fois de mettre un peu d'humour dans mes textes. Des fois, j'essaie de mettre un peu de provocation dans mes textes. Des fois, j'aime faire danser les gens sans qu'il y ait aucun message derrière tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas nous donner plus d'importance qu'on en a. L'accusation a bien insisté, il ne s'agit pas d'une action contre le rap ou la liberté d'expression. Elle entend simplement protéger les enfants contre une certaine violence. On voit de plus en plus maintenant descendre dans la rue des mineurs. Des mineurs qui brûlent tout, qui cassent tout, des mineurs qui revendiquent, des mineurs qui font grève. Je crois qu'il est temps maintenant, en tant que parents, de s'occuper de nos mineurs et de les protéger. À aucun moment, avant ou après l'audience, le député et le rappeur ne se sont parlé. Ils sont repartis dos à dos. Le jugement sera rendu dans un mois.
Le flux de clandestins africains se poursuit aux Canaries. 4 nouvelles pirogues sont arrivées aujourd'hui dans les îles espagnoles de Tenerife et de Las Palmas. 360 personnes au total, plus de 8000 depuis le début de l'année. L'Espagne a obtenu de l'Union européenne que cette question de l'immigration illégale soit abordée lors du prochain sommet. Voici comment, sur place, aux Canaries, les autorités espagnoles tentent de faire face à cette vague. Reportage Loïc Delamornay, Éric Mézy. 72 naufragés sur le pont. Ce matin, le navire du sauvetage maritime est saturé de la proue à la poupe. À ses côtés, la vedette des gardes-côtes remorque l'embarcation des clandestins interceptés en mer. Ils sont partis du Sénégal, ont fait une escale en Mauritanie et ont été guidés vers Tenerife par le Teide, le volcan géant. C'est le premier phare de l'Europe pour ces embarcations. Visible de très loin, il culmine à 3700 mètres au-dessus des nuages et de la mer. Sur le quai, les badauds viennent voir le spectacle. On est là pour voir d'où ils arrivent. Il y en a trop maintenant, tout le monde ne peut pas venir chez nous. On est au bord de la saturation. Rencontre de deux mondes, celui des policiers aux gants hygiéniques et celui de ces Africains, si heureux d'arriver sur la terre ferme et dont le premier réflexe est de vouloir serrer la main de ces Européens en uniforme. La police inspecte leur navire appelé Cayucos. Un moteur, des bidons d'essence, une barque sommaire mais parfois équipée d'un système GPS de navigation par satellite. Les médias sont autorisés à suivre la scène de loin et ne doivent pas s'approcher des clandestins ni leur parler. Des hommes vacillants mais pas mourants. En fait, la plupart sont épuisés par le mal de mer. Contrairement à ce que l'on croit, leurs cayucos sont des bateaux très solides qui tiennent bien la mer. Par contre, les passagers sont souvent des gens des terres, des paysans qui n'ont jamais mis les pieds sur l'eau. Ils n'ont aucune conscience de ce que représente un voyage pareil. Mais tout ce qu'ils cherchent, c'est une vie meilleure. La Croix-Rouge leur offre un sac de vêtements neufs. Ils doivent se changer de la tête aux pieds. Certains veulent récupérer leurs habits de traversée, dernière trace de leur vie d'Afrique. Impossible. Pour raisons sanitaires, tout est jeté. De jour comme de nuit, les autorités espagnoles sont rodées. Débarquement de nouveaux migrants, accueil par la Croix-Rouge. Les moins de 18 ans, vous restez ensemble. Et comme d'habitude, interdiction aux médias de communiquer avec les clandestins. Mais la nuit, la surveillance se relâche. À voix basse, certains se confient. Comment était la mer? Un peu difficile. Un peu difficile. Très même difficile, un peu difficile. Et l'autre qui avait? Vous vous attendiez à ça? Vous avez eu peur? Au début, oui, j'étais un peu peur. Mais je sais que ça devrait se passer comme ça. Moi, je suis ivoirien. Je ne peux pas rentrer dans mon... Cet aveu sur sa nationalité, il ne le fera jamais aux policiers. Ce matin-là, ce nouveau groupe prétend avoir passé 9 jours en mer. Trop long pour venir du Sénégal. Ils viennent peut-être de Guinée, plus au sud. Ils parlent français, mais ont jeté leurs papiers et aucun ne dira la vérité. J'ai l'impression qu'ils savent parfaitement qu'en ce moment, il n'y a aucun accord et qu'ils ne sont pas expulsés. Ça, j'en suis certaine. En fait, sur, je crois, c'est 6000 qui sont déjà arrivés depuis cette année. Il y en a 170 seulement qui ont été renvoyés. Les clandestins seront vite transférés à Madrid ou Barcelone pour les besoins de l'enquête. Si en l'espace de 40 jours, leur nationalité n'est pas prouvée, la justice espagnole devra les relâcher sur le continent européen. Le maire de Los Cristianos a enfin obtenu l'autorisation de retirer les cayucos du port. Par souci d'hygiène, sans doute. Pour maintenir le standing touristique, peut-être. En tout cas, pour briser le symbole. Sur les hauteurs de l'île, les autorités ont installé un cimetière de cayucos, une décharge pour ces barques venues d'Afrique. Mais les habitants des Canaries commencent à être excédés. Certains d'entre eux sont venus incendier ces bateaux de nuit avec des cocktails Molotov. Il y a un an tout juste, la France disait non à la Constitution européenne. Premier constat, 12 mois après, les partisans du non ne regrettent pas leur vote. C'est l'enseignement de ce sondage LH2 pour Libération, paru il y a quelques jours. 98% indiquent qu'ils ne regrettent pas leur choix parmi ceux qui ont voté non. Nous sommes retournés dans la grande ville où le non avait fait son meilleur score, près de 75%, à Calais. Reportage Jeff Wittenberg, Valérie Lucas. Calais, une ville tournée vers l'Europe comme une évidence. La Grande-Bretagne de l'autre côté de la Manche, 30 millions de passagers chaque année, mais aussi 30 millions de tonnes de marchandises.
Au cœur de cette activité sur le port, ces agents inspectent les camions qui transitent chaque jour. Ici, on vide l'Europe. Il y a un an pourtant, on a massivement rejeté sa constitution. On n'a plus rien ici, nos jeunes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais on n'était pas d'accord pour ça. Faut qu'on se fasse piquer le travail, entre guillemets, par les pays de l'Est. Mais en quoi cette constitution allait amener ça? Bah ça, je peux pas vous le dire, justement. Dans le doute, j'ai pas voté oui, quoi, en fait. La crise et le chômage pour expliquer un vote. 3 Calaisiens sur 4 ont voté non. Même le leader socialiste qui avait appelé à voter oui comme son parti semble désarmé un an plus tard. Ah, c'est la fête des mères, là. C'est que ça nous a amené l'Europe à rien du tout. Vous votiez pour le oui pourtant. Moi j'ai voté pour le oui, mais les gens ils ont voté non. C'est forcément l'Europe qui est accusée d'être responsable du chômage, du non-emploi et de l'insécurité de l'emploi. Un homme se frotte les mains, le maire, communiste nouvelle génération, député européen, fier du résultat de sa ville et convaincu que la France a fait le bon choix. Est-ce que la France est plus forte? Et la France a au moins gagné l'idée que les gens la regardent différemment et que c'est ce pays différent des autres qui est capable de dire non à la puissance du fric. À l'opposé, le président du petit club de foot local, Calais, célèbre pour ses exploits en Coupe de France. Un patron qui, lui, ne comprend pas. Calais profite pleinement de l'extension de l'Europe. Donc quand on profite de quelque chose, il ne faut pas être ingrat, il faut l'épouser, il faut avancer et il faut dire oui à l'Europe. Dans la ville aux 75% pour le non, comme dans toute la France, il n'est pas sûr que le vote serait différent un an plus tard. Ils ont voté non. Je crois que n'importe quelle question, ils auraient voté non. Pas seulement la Constitution européenne, qu'ils n'ont pas lu évidemment. Calais compte 15% de chômeurs et beaucoup d'entreprises qui ont fermé ces dernières années. À tort ou à raison, l'Europe est vécue ici comme une menace. Et réunis hier près de Vienne, les ministres des Affaires étrangères des 25 ont reconnu pour la première fois qu'il était illusoire de penser à soumettre à nouveau ce projet de constitution aux électeurs français ou néerlandais. Ces derniers avaient aussi rejeté le texte. Un an après, on peut maintenant mesurer l'impact du non. Cela n'a pas été la catastrophe annoncée par certains. Cela n'a pas non plus été le nouvel élan souhaité par d'autres. L'union est à la peine. Jean-Paul Chapelle, Fred Furnemont. C'était le non de gauche. Les Français rejettent la Constitution. Et le non de droite, unis dans une même euphorie. Un an après, jour pour jour, l'Europe semble encore tétanisée. Au Parlement européen, face à face, partisans du non font rigoler tout le monde et partisans du oui n'ont rien changé à leurs arguments respectifs. Un vrai discours qui est un discours qui culpabilise le vote des Français. Toujours pas de plan B, pas de solution de remplacement pour la Constitution européenne. Résultat, pour ce député qui a consacré toute sa vie à l'Europe, une grosse déprime. Absolument par-dessus la tête de ce débat, d'entendre toutes ces conneries tout le temps, depuis 10 ans. Moi, ça commence à me faire, je vais arrêter de faire de la politique parce que je peux plus. Privé d'ambition politique, l'Europe avance désormais au ralenti. Certes, les 25 ont trouvé un accord sur le budget, mais c'est un budget minimaliste. Le Parlement a réécrit la directive Bolkestein dans un sens plus social, mais les projets concrets sur lesquels se concentre la Commission européenne peinent à mobiliser. Le permis de conduire européen dans combien de temps? Dans 14 ans, 15 ans, 16 ans, on ne sera plus là. Il était en panne depuis 3 ans. Ni vous ni moi, on sera là. Mais il y aura une accélération. L'important, c'est de poser les pierres au bon endroit et je suis sûr qu'il y aura une accélération. Une accélération qui devra attendre 2007 et les élections en France, quand la France ne se contentera plus de dire non. À l'étranger, l'inquiétude des Occidentaux en Afghanistan. Ils craignent d'être confrontés à un scénario à l'irakienne. Aujourd'hui, c'est un accident de la route provoqué par des soldats américains qui a mis le feu aux poudres. Il a entraîné une émeute. Les militaires ont tiré dans la foule. Christian Autin. Face au jet de pierre, les Américains répondent par des tirs pour pouvoir échapper à la foule en colère. Des scènes qui rappellent l'Irak. À l'origine, un banal accident de la route. Un des camions de ce convoi militaire a percuté une douzaine de voitures, provoquant cette réaction en chaîne. Et ce sont des témoins choqués qui ramassent les morts. J'ai vu les troupes américaines tuer au moins 2 personnes. C'était les Américains. Il n'en faut pas plus pour que la rumeur gagne toute la capitale. Plusieurs quartiers s'enflamment. Voitures et immeubles sont incendiés. Et les tirs nourris de la police afghane n'y peuvent rien. Les émeutiers s'en prennent bientôt au symbole de la présence étrangère, notamment l'ONG américaine CARE, dont les locaux sont détruits.
mais les manifestants seront empêchés d'atteindre l'ambassade des États-Unis. Nous détestons les Américains. Ce sont des irresponsables qui tuent des innocents. Nous chasserons l'Amérique de notre pays, tôt ou tard. Accueillis en héros il y a presque 5 ans, les Américains cristallisent maintenant toutes les frustrations de la population. Depuis 2 semaines, de très violents combats opposent les forces de la coalition aux talibans, causant la mort de nombreux civils. En Afghanistan, on compte aujourd'hui 22 000 soldats américains, 3 500 britanniques, 2 200 allemands et 900 français, dont 200 membres des forces spéciales qui traquent Ben Laden aux côtés des Américains dans le sud du pays. Ce soir, le calme est revenu dans la capitale afghane, placée sous couvre-feu pour la nuit prochaine. L'Irak, on en parlait, où la violence ne faiblit pas. 56 morts aujourd'hui dans des attentats, dont plusieurs à la voiture piégée, notamment ici à Bagdad. Parallèlement, toujours dans la capitale, l'armée américaine organisait cette cérémonie du souvenir en mémoire des quelques 2500 soldats qui ont trouvé la mort depuis le début de la guerre en mars 2003. Les militaires se sont recueillis devant les photos des disparus. En Colombie, la large victoire du président sortant Álvaro Uribe, réélu dès le premier tour, 62% des voix. Il a aussitôt annoncé qu'il poursuivrait sa politique de fermeté contre la guérilla. Pour les proches d'Ingrid Betancourt, qui demandent depuis longtemps des négociations, ça n'est pas une bonne nouvelle. À noter que l'abstention a atteint 55%. Retour en France avec déjà les préparatifs du bac. La première épreuve est dans 2 semaines tout juste. Progrès ou dérive, pour beaucoup les révisions à l'ancienne sont dépassées. Il faut une assistance. Sophrologie, conseil en organisation, le fameux coaching est passé par là aussi. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nabila Tabouri et Emmanuel Morel. Répétez-la. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Et si réussir son bac était tout simplement une question de méthode. Non, Trotsky. Vous allez essayer de penser clairement, de clarifier dans votre tête ce que vous voulez pour le bac. Un cadre idéal, le Mont Blanc et une ambiance sereine. N'oubliez pas de respirer. Dans ce lycée de Haute-Savoie, ces candidats au bac ont recours à la sophrologie pour dominer leur peur des épreuves. Cette médecine douce combine méditation et relaxation. Et puis vous pouvez laisser venir. Ça développe quelque chose et on réussit vraiment à avoir une bonne estime de soi, quoi. On a eu les oraux blancs il y a 1 semaine et quand on perd nos moyens, juste avant de passer l'oral, j'ai essayé de faire quelques exercices de respiration afin de prendre un peu confiance, quoi. 10 € les 8 séances, ces cours proposés aux élèves de première et terminale affichent complet. Pour autant, la sophrologie n'est pas la méthode miracle. Si on fait simplement de la sophrologie mais qu'on n'apprend pas ce qu'il y a dans son cahier, ça sert à rien du tout. On saura respirer, on saura se détendre, pas de problème. Mais non. Il faut donc réviser. Et pour ce faire, la solution se trouve peut-être derrière cette porte. Bonjour, entrez, c'est par ici. Psychologue de formation, Nathalie Beaugraine coach les candidats avec des méthodes inspirées du management. Je suis perfectionniste, faux. Je me disperse facilement, vrai. Annabelle a 2 problèmes, gérer son temps et organiser ses idées. C'est là-dessus que le coach va mettre l'accent en se substituant aux parents et aux professeurs. On corrige rien, on met tout ce qui nous vient à l'idée. Alors, c'est pas tout à fait les conseils que pourraient donner les profs parce qu'ils ne sont pas dans cette relation-là avec leurs élèves. Ils sont dans une relation avec un groupe de 30 ou même des fois 42 élèves et ils peuvent pas avoir cette approche individualisée comme moi je peux avoir maintenant. Parce que là, 160 € pour 6 heures de soutien individualisé. C'est papa et maman qui payent, mais pour Annabelle, ça en vaut la peine. Je ne dis plus dans ma tête que je suis une perdante, que j'y arriverai pas. Donc dans ma tête, c'est j'aurai mon bac, je peux le faire. Je suis pas plus nulle qu'une autre et puis j'y arriverai, quoi. Au fond, ces méthodes redonnent au candidat l'estime de soi nécessaire pour s'attaquer à un examen qui traumatise depuis sa création, c'est-à-dire 1830. 100 millions de tonnes de charbon. Il fut une époque où le tabac donnait le moral. Aujourd'hui, le moral s'acquiert dans un studio radio. Là encore, il faut payer pour rentrer, 350 € pour 15 heures, 350 € pour apprendre à maîtriser sa voix. À l'oral, ça peut servir. Quand je lis à haute voix. D'accord, Florian. Il ne faut pas prendre non plus les examinateurs pour des benets. Je pense qu'ils sont intelligents, qu'ils maîtrisent totalement leur domaine. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais je pense que c'est un petit plus.
Le petit plus, c'est qu'ici, on apprend à se vendre, un avant-goût de l'école de la vie, avant d'en finir avec l'école de la République. L'environnement avec la 4e semaine du développement durable. Il s'agit, rappelons-le, de combiner croissance économique et préservation de l'environnement. Avant d'en examiner une illustration, voyons très concrètement en quoi nos comportements quotidiens peuvent avoir un effet direct. Le recyclage du papier permet par exemple de sauver près de 900 arbres par jour. Mallory Aounou. Plus de 9 Français sur 10 disposent de quoi trier leurs déchets. Ce n'est pas un luxe. Ils rejettent en un an près de 26 millions de tonnes de déchets, soit 3000 fois le poids de la Tour Eiffel. Or, ces déchets peuvent servir la planète grâce au recyclage. En 2003, le tri a permis d'éviter le rejet de gaz à effet de serre dans des proportions équivalentes à la pollution d'une ville de 700 000 habitants. Le recyclage des bouteilles plastiques, c'est 143 000 tonnes de pétrole économisées, celui du papier et du carton, 900 arbres sauvés chaque jour. Sans compter les utilisations pratiques. La moitié des bouteilles de verre commercialisées sont recyclées. Les conserves deviennent voitures, les canettes des vélos, le plastique des vêtements. Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour traiter les déchets électriques et électroniques. En réalité, seuls 20% des déchets sont recyclés. Un tiers des Français ne jouent toujours pas le jeu du tri sélectif. Mais ces comportements peuvent être organisés, systématisés. Certaines communes s'y sont mises. Reportage dans un petit village de l'Essonne, Jeanville-sur-Juine, Sophie Mézel, Catherine Juste. C'est ce qu'on appelle un village modèle. Ici, depuis presque 5 ans, les habitants se sont mis au diapason du développement durable. Leur objectif, réduire leurs déchets. Et ça commence par des tout petits gestes, comme ne plus jeter les épluchures à la poubelle. Comme un quart des Jeanvillois, cette femme met de côté tous ses déchets organiques et mois après mois, ils vont se transformer en compost qui fertilisera les plantes du jardin. Là, c'est très bien. On fait trop de déchets. Et là, on est quand même dans la prévention des déchets. Parce que les déchets, c'est à partir du moment où on abandonne. Eh bien là, je n'abandonne pas. Je le réutilise sous une autre forme. Ici, si la grande majorité des habitants trient leurs poubelles, ils essayent surtout d'en limiter le contenu. Grâce notamment à ça, des autocollants pour dire stop à la pub. Les distributeurs le respectent. Alors c'est vrai que c'est un problème pour l'emploi parce qu'il y a des gens qui font ce boulot, mais c'est vrai aussi que c'est un problème pour l'environnement. Donc ça fait des déchets. Ça fait des déchets. Et c'est vrai que moi personnellement les pubs je les lis pas du tout quoi. Même le supermarché contribue aux efforts du village. Il collecte les piles usagées et ne fournit plus de sacs en plastique aux caisses. Quand on vient en voiture, il faut penser à prendre le cabas qui est dans le coffre. Et souvent on arrive là, on a dit on a oublié le cabas pour tourner. Oui, c'est vrai que ça va rentrer dans les on avait l'habitude. Le village est bon élève et les résultats sont là. On est sans doute en train de démontrer qu'on peut réduire de 5 à 10% par habitant les quantités d'ordures produites. Et compte tenu des économies que ça représente pour la commune, même les moins écolos sont aujourd'hui convaincus. Les suites du palmarès du Festival de Cannes, qui a consacré notamment des films politiques au sens large du terme, avec une sensation en particulier, le prix d'interprétation masculine pour les acteurs du film Indigène, dont Jamel Debbouze. Un film qui rend hommage, vous le savez, on en a parlé ici même, aux tirailleurs du Maghreb et d'Afrique noire qui ont combattu pour la France pendant la dernière guerre. Pour les intéressés, c'est une reconnaissance. Jérôme Soulard, Raymond Chaplard. À Cannes hier soir, les indigènes étaient à l'honneur. Émotion et chansons sur la scène du 7e art. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Une leçon d'histoire sur la croisette. Les tabors marocains participent à l'action et se lancent à l'assaut des hauteurs. Des honneurs qui saluent enfin le parcours des libérateurs africains. Mohamed est ému. Il y a 62 ans, en 1944, il était de ceux-là. Moi, il me fait plaisir. Pourquoi ça vous fait plaisir? Parce que dans les tirailleurs, il a fait du travail. 7 ans de guerre et de souffrance pour Mohamed, un ancien du 1er régiment de tirailleurs marocains. Cannes, une récompense pour ces milliers d'Africains venus libérer la Corse, l'Italie et la France. Des années de guerre, des milliers de morts, dont les livres d'histoire ont si peu parlé. Autre problème de reconnaissance, les pensions de retraite. À 82 ans, Ali reçoit moins de 100 € de pension par mois pour 14 ans de guerre, 2 blessures, 3 citations. En aucun cas ça ne peut suffire. 60 000 francs. 60 000 anciens francs, environ 100 €. Qu'est-ce que vous voulez faire de si peu? Patate à vous! À vos amours!
Une petite chanson sur la croisette et un grand film qui feront grand bruit dans le cœur des anciens. Indigènes, où l'honneur retrouvé de milliers de Maghrébins et de Noirs africains venus donner leur vie il y a plus de 60 ans pour libérer la France. Tennis, le tournoi de Roland-Garros, première information de la journée. Rafael Nadal a battu le record du nombre de victoires consécutives sur terre battue, 54 victoires. Pour les Français, la journée a été contrastée. Julien Benedetto, Mathias Barois. Un seul match gagné et déjà un trophée pour Rafael Nadal, félicité par le légendaire Guillermo Vilas qu'il vient de détrôner. En battant le Suédois Söderling, l'Espagnol a remporté sa 54e victoire d'affilée sur terre battue, jetant aux oubliettes le vieux record de Vilas. Pas de trophée, mais un joli cadeau d'anniversaire pour Sébastien Grosjean. Le jour de ses 28 ans, le Français s'est offert une victoire facile face au Roumain Pavel, en s'appuyant sur un coup droit toujours aussi tranchant. Pas de souci pour Richard Gasquet. Face à Wang, joueur de Taïwan, le jeune Français a réussi quelques coups made in France. Mais il faudra un Gasquet à son meilleur niveau pour sortir l'Argentin Nalbandian au deuxième tour. Oui, je sais, je suis capable de... J'ai déjà gagné de grands matchs, j'ai déjà fait de très beaux matchs, j'en suis capable, c'est sûr, mais bon, il va falloir vraiment que je sois très fort pour l'emporter, c'est sûr. Cet après-midi pour Rafael Nadal, ici à gauche, c'était séance télé. Au programme dans le salon des joueurs bondés pour l'occasion, le match Santoro contre Acassuso. Mené 2-7 à rien par l'Argentin, le Français au coup de raquette magique fait une spectaculaire remontée, mais doit s'incliner 11-9 dans un cruel 5e set. Qualification française de Marc Jiquel, Nathalie Dechy et Aravan Rezaï. Chez les gros bras, Ferrero, Gaudio et Clijsters ont gagné sans trembler. Football, le mondial dans 10 jours. Image de la journée, l'arrivée haute en couleur de l'équipe nationale d'Équateur à Francfort avec les chapeaux et les mariachis. L'Allemagne qui n'est pas vraiment saisie encore par la fièvre du football. En revanche, l'économie devrait être tirée par ce mondial. Sur place, Jérôme Bonny, Marine Vincent. Berlin, capitale du football, avec l'espoir que l'événement sportif donnera aussi un coup de pouce à l'économie allemande. Côté travail, dans ce pays aux 5 millions de chômeurs, les chantiers et l'accueil offrent 23 000 jobs. Les agences pour l'emploi font campagne, mais les chômeurs ne se précipitent pas. 11 000 postes sont toujours à pourvoir. Ce sera seulement pour une période de temps très courte, pendant la durée de la Coupe du Monde. Et après, on n'a aucune idée de ce que deviendront les gens. Côté commerce, Berlin est devenu un terrain de foot. Et beaucoup espèrent que cela redonnera des couleurs à une consommation intérieure bien palichonne. C'est bon pour notre pays, c'est bon pour notre motivation, c'est bon pour la relance de notre économie. Une économie effectivement portée par le mondial, chaque produit se vend grâce au foot. La plupart des gens sont complètement débordés par la publicité. Quant aux produits dérivés, ils sont boudés par les Allemands. Trop coûteux à cause du prix à payer pour la licence. Résultat, la mascotte du mondial, le Goléo, ne se vend pas. La firme allemande qui le fabrique a fait faillite le 16 mai. Malgré tout, la sauce va monter dans les prochains jours et les réticences de beaucoup d'Allemands seront balayées par le premier coup de sifflet de la fête du football, le 9 juin à Munich. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est la victoire de l'équipe des Bleuets qui montre l'exemple. Ils terminent premier du groupe A de l'Euro 2006 de football. Les Bleuets, ce sont les jeunes Français. 3 victoires en 3 matchs. Ils ont battu hier la Serbie-Monténégro 2-0, but de Bergoglio et de Toulalan. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales. Pour terminer, si vous aimez la peinture italienne, la ville de Rouen est une étape obligée. Elle propose jusqu'au 3 septembre 80 chefs-d'œuvre du musée des Offices de Florence. Il est très rare que cette toile voyage. Sophie Jouve, Jean-Louis Melin. Rouen est donc pour 3 mois la capitale de la Toscane. Dans ses caisses, 80 chefs-d'œuvre de la peinture italienne venus du prestigieux musée des Offices à Florence. Et qui dit chef-d'œuvre dit déballage en gants blancs. Stefano, restaurateur de tableaux, les accompagne depuis le départ. Comme un garde du corps pointilleux et peu bavard. Sauf quand il désigne avec amour les joyaux qu'il protège. Sandro Botticelli, Vénère donc, et le Centaure. Vénus et le Centaure.
C'est très curieux, j'ai l'impression d'avoir une reproduction sous les yeux, j'ai un petit peu de mal à y croire. Ils voyagent très peu ces tableaux? Ah, ils voyagent très peu, bien sûr. Mais ils arrivent tout de même de Pékin. Et chacun d'eux doit être ausculté par Stefano, qui reprend sa casquette de médecin de l'art. Ouf, Vénus et le Centaure de Botticelli sont jugés aptes à paraître en public. Et voilà dans ce joli musée de Rouen des noms qui font habituellement la gloire des grandes capitales. Mantegna, Botticelli, Titien, Pollaiuolo. Et Raphaël, portrait d'un chevalier de haut rang au regard semblable à la Joconde. Jeune fille grave. Homme de pouvoir, dont l'âme apparaît derrière les riches vêtements. Et ces femmes à la pose figée. L'art du portrait. Chaque portrait raconte une histoire. On a la veuve avec les vêtements qui montrent un petit peu tout son statut social, c'est ce qui lui reste. On a le superbe Véronèse qui est un homme de pouvoir mais avec son fils, donc on a aussi une relation très tendre entre le père et le fils. Et on a comme ça un développement, un enrichissement du thème du portrait qui au départ était une effigie assez simple. Les amateurs ont tout l'été pour profiter à Rouen de ce magnifique voyage qu'on ne revivra pas de sitôt sur les bords de Seine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, 20h50, un téléfilm avec Daniel Russo, Le doux pays de mon enfance. À demain.